C'est pour ça que j'arrive pas à... Ok. Donc, on va poursuivre avec la deuxième session du jour. Donc, c'est les 3 sessions qui viennent, en fait. Donc, cette fin de matinée, puis les 2 de l'après-midi. Ça va être autour de travaux de chercheurs. Donc, on va prendre le temps de présenter le travail de recherche. Après, on aura un bon temps d'échange. Donc, pour commencer, on a le plaisir d'accueillir Sylvie Olitro, qui est politiste, qui est directrice de recherche à l'Institut des sciences sociales du politique, donc qui est rattachée à Nanterre et à l'ENS de Saclay, qui est aussi directrice de recherche à l'Institut des hautes études, à l'École des hautes études en santé publique, où elle travaille sur les questions de santé environnementale. Et donc Sylvie travaille depuis longtemps sur les mobilisations environnementales, écologistes, et sur l'évolution des répertoires d'action de ces mobilisations, donc avec des enquêtes. Vous avez commencé dans les années 90 en France et en Grande-Bretagne. Ensuite, vous êtes intéressé au rôle des ONG dans les négociations climatiques. Et vous avez continué à suivre les évolutions les plus récentes des engagements écologistes, notamment des rapports avec la sphère politique et les institutions. Vous êtes aussi intéressé au rapport à la violence et aux radicalités militantes. Donc c'est ce regard en fait socio-historique sur les mobilisations écologistes qui nous intéressait pour cette journée, sachant que vous avez beaucoup publié sur le sujet, notamment un ouvrage en 2008, Militer pour la planète, sociologie des écologistes, un autre ouvrage sur la désobéissance civile et beaucoup d'articles que je vous invite à lire. Donc voilà, on va avoir 30-40 minutes de présentation de vos recherches et puis ensuite on aura le temps de débattre. Bien, je vous remercie pour cette invitation. Alors, en plus, en me replaçant sur la chronologie, donc ça veut dire que ça fait près de 30 ans que je travaille sur les écologistes. Donc, ce qui ne veut pas dire que pour autant, voilà, je n'ai pas travaillé sur autre chose que les écologistes, mais c'est vrai que c'était un peu mon cœur on va dire, de métier. Alors, plus que revenir simplement sur mes travaux, parce que quand même, ça serait un peu auto-centré, puis surtout intéressant peut-être, mais pas vraiment, en tout cas pour moi, de revenir que sur mes travaux. Je voulais quand même aussi, peut-être évidemment, parler de mes travaux antérieurs, mais en le raccrochant je dirais, à la thématique quand même du séminaire notamment, et à ce qui a pu se dire ce matin pendant la table ronde, puisque bon, évidemment je l'ai préparé avant, mais ça fait assez écho à ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que j'avais envie de commencer ce séminaire, enfin cette présentation, par un extrait d'un livre de sciences politiques qui est assez important quand on travaille sur les mouvements sociaux, les engagements, les militantismes, qui s'intitule Politique du conflit, Charles Tilly, Sinetaro. Et en me replongeant un peu dans leurs travaux, parce que j'ai voulu avec vous partager mes réflexions sur les questions de cycle de mobilisation et se poser une question basique, est-ce qu'on est dans un nouveau cycle de mobilisation écologiste, replonger donc dans cette littérature et je vous donne juste une petite en introduction ma phrase d'accroche, ça serait cette citation. Il parle, puisque ce sont les 2 auteurs, menaces et opportunités changent avec la fragmentation ou la concentration du pouvoir, l'ouverture ou la fermeture du régime. C'est la phrase d'accroche, c'est aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure, notamment lors de la table ronde, c'est-à-dire qu'effectivement, n'importe quelle mobilisation, engagement, militantisme, qui soit écologiste ou pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas simplement les écologistes qui sont dans cet univers-là, et bien pour qu'il y ait mobilisation, ou du moins les mobilisations sont soumises à, alors je répète, menaces et opportunités qui changent avec la fragmentation ou la concentration du pouvoir et l'ouverture ou la fermeture du régime. Donc, d'une certaine manière, dans ma présentation d'une demi-heure, je vais insister effectivement sur les mouvements sociaux, sur l'écologie, sur une sorte de socio-histoire rapide de ce qui s'est produit depuis une trentaine d'années, au moins parmi les écologistes, mais en le replaçant aussi dans ce contexte-là, qui est un peu plus un contexte institutionnel,
C'est-à-dire que, bon, même y compris dans mon titre que j'avais suggéré, mais je l'ai revu et corrigé, je parlais beaucoup des mouvements écologistes et l'idée de la radicalisation, mais quand je mets déconstruire la radicalisation, c'est de rappeler que le terme radicalisation, c'est pas celui des acteurs, c'est aussi celui qui est construit, on l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs, parce que voilà, souvent les acteurs eux-mêmes ont bien compris ce qui leur arrivait. C'est-à-dire qu'il y a des constructions médiatiques, des constructions institutionnelles, des constructions même de décisions publiques qui font que on se radicalise. Alors, pour aussi replonger un peu dans l'histoire, on a entendu écoterrorisme il n'y a pas longtemps. Ça, évidemment, je reviendrai tout à l'heure sur les effets dans le mouvement. Mais peut-être pour vous, je ne vais pas dire rassurer surtout les plus jeunes d'entre vous, parce que la plupart des autres le savent. Les écologistes, par exemple, dans les années 70, pour avoir lu les archives, pour avoir lu aussi la presse de l'époque, dans les années 70, au moment de Cress-Malville, étaient renvoyés à l'époque au communisme, qui était le mot honni par excellence, ou le marxisme, le communisme. Notamment Greenpeace aussi aux États-Unis, lorsqu'ils ont commencé leur campagne antinucléaire et de pacifisme, ils étaient renvoyés clairement à l'idée de, j'exagère, le mot n'était peut-être pas celui-là, mais l'œil de Moscou, enfin bref, qu'ils étaient instrumentalisés. Donc c'est pas franchement nouveau de renvoyer à l'écologie je dirais un stigmate à la fois de radicalité et un stigmate aussi d'extériorité. C'est-à-dire que bien souvent manipulé par un extérieur quel qu'il soit. Alors, pour le dire aussi, en France, on a dit écoterrorisme, mais pour avoir discuté avec des militants allemands, eux, par exemple, ils se font traiter de talibans. Donc, ce qui n'est pas plus simple. Enfin, c'est autre chose, parce que peut-être je pense qu'à chaque fois, les stigmates, les injures, alors ça, c'est de la socio et de l'anthropologie, mais ça renvoie à des imaginaires et des imaginaires qui pourraient effrayer. Donc ça, c'est mon point d'introduction et d'interrogation sur l'époque dans laquelle on est tous, nous y compris les analystes de sciences politiques, c'est-à-dire une question, est-ce qu'on est dans un nouveau cycle de mobilisation? Est-ce que ce cycle de mobilisation, d'où il vient et pourquoi actuellement, alors que d'accord, il y a le climat et oui, il y a des gros problèmes environnementaux, mais pour le dire d'une manière alors peut-être provocatrice, c'est pas nouveau qu'il y a des problèmes de climat, mais pourquoi en ce moment ce pic se produit? Donc ça, je vais y revenir en troisième partie. Je fais quand même un petit côté Sciences Po, donc je vous présente mon plan. Donc la troisième partie qui sera sur cette question-là. Ah, mais je fais quand même 3 parties, moi, aujourd'hui. Donc, vous voyez, en plus, je dis ça parce que généralement, je suis en 2 parties, 2 sous-parties, mais là, ce qui demande, je fais de la science politique et pas du droit. On a fait 3 parties. Mais mon introduction, ça sera d'abord sur le rapport à l'État et aux gouvernants. Alors là, je vais vous assommer peut-être de quelques notions de sciences politiques, mais qui permettent de réfléchir, et je dirais même à tout activiste ou à militant, à ce qui se produit actuellement. Puis la deuxième partie qui sera plus en socio-histoire, c'est-à-dire le mouvement écologiste et qu'est-ce qu'il a traversé. Et après, en fait, tout ça, c'est pour essentiellement, j'espère bien, susciter du débat et des questions. Donc, tout d'abord, pour revenir sur ces fameux cycles de mobilisation. Alors, je ne veux pas faire cours, c'est-à-dire ma question que j'avais posée à Héloïse, pas un cours de première année de sciences politiques, mais pour vous juste resituer la littérature dans laquelle je me trouve, enfin dans laquelle je puise, c'est des questions évidemment de répertoire d'action, c'est-à-dire des questions de savoir quand un mouvement, notamment écologiste, décide de militer et d'avoir de l'action militante, quels sont ses registres d'action. C'est aussi de se comprendre les mouvements sociaux. Et les mouvements sociaux, il y a des moments où ils sont sous le feu de l'actualité, si j'ose dire, et qui ils défraient la chronique, ils sont dans les médias, c'est ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure. Mais ce qui n'empêche pas, et pour l'avoir observé lors de ma thèse, il y a aussi il y a toujours des activités de bas bruit, comme on dit, qui ne sont pas visibles et qui défraient pas la chronique, etc., mais qui constituent aussi le mouvement social. Donc, en relisant les travaux de Sassois Sinetaro ou de Charles Tilly,
Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils expliquent bien que les mobilisations, il y a des cycles, et les cycles sont souvent reliés à, je dirais, à un focus médiatisé quand même, c'est-à-dire les médias s'en préoccupent. Et il n'y a pas que les médias qui s'en préoccupent, il y a aussi, alors je résume, hein, même si c'est une boîte noire, et évidemment il faudrait travailler cela, mais les États aussi réagissent, et la réaction des États construit aussi ce mouvement social, c'est-à-dire construit aussi, comme on dirait maintenant, la radicalité. Bon, il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait dit l'extrémisme, c'était un autre mot, mais ça revenait au même, c'est-à-dire faire en sorte que généralement les États ont pour principe, et alors là je reste dans un État démocratique type français, après c'est différent selon les États évidemment, choisissent, comme on dit dans le mouvement social, des interlocuteurs, essayent, je dirais, voilà, de mettre de côté ou d'autres, on va dire, pour ne pas les nommer, même s'ils ne sont pas forcément plus radicaux, mais ils seront peut-être moins entendus pour diverses raisons. Dans cette dynamique-là de construction de qui est le bon interlocuteur, il y a aussi la dynamique de la répression. Et ça, c'est vrai que Taro et Tilly, qui ont beaucoup travaillé sur les violences politiques aussi, insistent beaucoup sur les questions de répression. Alors la répression, attention, c'est pas forcément celle qu'on connaît, qui est connue surtout dans les régimes autoritaires, c'est-à-dire emprisonnement et autres. Ça peut être intimidation, ça peut être, on l'a entendu aussi d'une certaine manière tout à l'heure, pour ça c'est très bien qu'il y ait eu la table ronde juste avant, parce que ça illustre ce que je vais dire. C'est-à-dire voilà, faire en sorte qu'il y ait des coupures budgétaires, qu'il y ait un peu moins de voilure, on va dire, dans certaines aspirations du mouvement social, faire que ça soit plus compliqué d'être reconnu d'utilité publique. Enfin, donc toutes ces manières-là sont des manières aussi de réprimer, même si voilà, ils ne sont pas dans la répression, je dirais, haute, c'est-à-dire allant jusqu'à parfois même la mort des militants. Donc ça c'est un point qui est important, c'est-à-dire comprendre, et c'est ça que je retiens moi de leur système d'entendement et de représentation, c'est-à-dire qu'un mouvement social n'est jamais radical tout seul, il est radical dans un système qui, bien souvent, et aussi fermé, parce que ça c'est un deuxième point important. Alors j'aurais pu faire un joli PowerPoint et je vous aurais dû vous mettre tous les critères, mais le deuxième critère c'est l'ouverture ou la fermeture du système. Là aussi c'est les questions de concertation, alors pour revenir sur les écologistes notamment, les espaces de concertation, les espaces d'écoute, voire même le fait que les citoyens, les associations, les militants, les groupes d'intérêt, puisqu'on peut parler aussi de groupes d'intérêt, se saisissent de tout un tas de mécanismes pour être reconnus, pour être entendus et n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, mais surtout ne sont même pas entendus. Et pour refaire encore une sorte de diagnostic quasiment clinique, en ce moment, on est aussi dans cette situation-là, c'est-à-dire une situation où il y a multiples manières de réprimer, mais aussi, deuxième point important, c'est la fermeture du système. Et quand il y a fermeture du système, et le fait que, par exemple, il y ait des décisions de justice qui n'ont aucun effet tangible, je dirais, sur les décisions et sur même l'arrêt de travaux, par exemple, eh bien, ça conduit aussi à une augmentation, on va dire, du sentiment d'injustice et de colère, et produit, si on reprend donc l'idée de la théorie des mouvements sociaux, produit évidemment de la colère, un sentiment d'injustice, et ça déborde, et on arrive dans différents types d'actions, qui sont les actions dites revendicatives. Alors, bon, là, tout ça, c'est des modèles. Ça veut dire que quand il y a un modèle, évidemment, ça ne marche pas tout à fait comme dans les idéotypes ou dans les modèles, mais ça nous permet quand même d'avoir des repères, que les mouvements de protestation arrivent quand même dans des contextes particuliers et des contextes où les contraintes sont fortes, et les contraintes et le dialogue, on va dire, avec l'État ou avec les gouvernants, d'une manière générale, on va dire tout type de gouvernants, eh bien, se trouve obstrué. Donc ça, on est dans un point important, parce que puisque ça s'appelle vraiment politique du conflit, si vous voulez, c'est ça qui
construit le conflit, y compris, je dirais, et d'ailleurs il les cite beaucoup, hein, y compris, on va dire, avec des citoyens ordinaires. Et d'ailleurs, ils insistent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que on lit souvent assez mal Charles Tilly surtout et Sidney Tarot aussi en partie parce qu'on les renvoie toujours aux extrémismes, aux violences, aux radicalités révolutionnaires. En fait, ils expliquent surtout comment, en gros, un être ordinaire, on va dire, être humain ordinaire, se transforme au fur et à mesure en manifestant ou en opposant. Bon, après, je reste sur les écologistes, mais eux, ils parlent aussi de ce qui se passe dans, je ne sais pas, un milieu totalitaire, par exemple. Donc ça, c'est un point vraiment important et je pense que ça peut expliquer aussi, alors ça, c'est mon deuxième point et j'y arrive, comment le mouvement écologiste s'est construit. Alors, je ne vais pas faire depuis le début quand même, parce que ça serait un peu long, mais en tout cas, dans mes travaux, et notamment mes travaux de thèse, ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'était le fait que tous mes collègues de l'époque, mes jeunes collègues qui faisaient des thèses, ils faisaient plutôt les partis politiques. Et j'aurais pu travailler sur les partis politiques. D'ailleurs, j'avais fait un mémoire de DEA, à l'époque ça s'appelait encore un DEA, sur le Parti vert qui naissait. Donc j'aurais pu continuer sur le Parti vert. Sauf que assez rapidement, je m'étais rendu compte d'abord que le parti politique, il n'était pas tout seul, que d'ailleurs le Parti vert était constitué de militants qui étaient surtout associatifs, qui avaient des trajectoires associatives assez fortes, et que pour mieux comprendre ce qui se passait dans ce parti, qui d'ailleurs avait les vicissitudes de ce parti, je ne reviendrai pas, y compris sur les vicissitudes du parti actuellement, mais toujours un peu compliqué ce parti, qui est à la fois, comme on dit, insider-outsider, c'est-à-dire essayant d'être dedans, tout en essayant aussi de rassembler les forces associatives. Et ce qui m'avait intéressé dans le mouvement écologiste, c'était que moi, j'ai fait ma thèse dans les années 90, donc à un moment de son histoire qui était assez particulière, puisque il y avait aussi les travaux de Pierre Lascoum qui étaient importants à l'époque et qui travaille plus sur la sociologie des analyses des politiques publiques, qui travaille plus sur un autre volet. Et vous voyez, lui, l'institutionnalisation. Et d'ailleurs, c'était le mot qui arrivait souvent. Il y avait aussi une autre auteure que je vous recommande, qui n'est pas très connue non plus, parce que voilà, mais qui avait travaillé sur l'institutionnalisation des mouvements sociaux. C'est Calliope Spanou. Elle avait fait une thèse assez intéressante sur... D'ailleurs, en comparant mouvement écologiste, féministe et, je ne sais plus, le troisième, consumériste, il me semble, où elle montrait combien ça s'institutionnalisait, qu'on était après justement un cycle de protestation des années 70, où il y avait une création quasiment d'identité militante, parce que tout ce militantisme-là s'est créé à ce moment-là, en termes d'identité militante. Bien, s'institutionnalisait, on va dire rentrer dans le rang, enfin, je ne sais pas si c'est le mot. Et c'est à cette époque-là que moi, je les ai suivis, ces militants. Enfin, plutôt, moi, je faisais beaucoup d'entretiens et d'observations ethnographiques. J'avais rencontré, alors pas tout, évidemment, parce que c'était énorme quand même le spectre, mais j'avais choisi surtout deux régions. La mienne, je dirais d'abord la Bretagne et puis Rhône-Alpes. Et j'avais rencontré tout un tas toutes les associations qui avaient créé, on va dire, l'écologie au niveau local. Et comment aussi ils s'intégraient, ils participaient. Et je dirais que même dans les années, alors surtout c'était les années 90, c'était aussi les années Sommet de la Terre, Rio, il y avait un certain élan sur l'idée de la démocratie participative et sur le fait qu'il fallait produire de l'expertise. Donc ça, je renvoie aussi à un article que j'ai écrit dans la revue française Sciences Politiques sur les experts militants. Simplement parce que ce qui m'avait intéressé, parce que moi c'était pas tellement leur expertise, mais c'était comment aussi, d'ailleurs je me rappelle de certains nombre de militants qui m'avaient dit il a fallu s'y mettre. Et il a fallu s'y mettre parce que tout bêtement, on est en face de corps constitués, les mines, Polytechnique, des corps d'État, en fait. Quand on est devant les comment dire, au moment des contre-propositions, on va dire. Et la seule solution, c'est de s'armer. Enfin, il ne parlait pas d'armée, d'ailleurs, c'est moi qui le dis, et puis c'est peut-être un mot qu'on utilise actuellement et qui n'existait pas à l'époque. Mais en tout cas, il a fallu s'organiser pour construire de l'expertise, pour devenir des experts, ce qui n'était pas dans leur ADN de militantisme.
Et ça renvoie peut-être aussi à ce qui se passe actuellement. Enfin là, je fais quand même un écho à ce qui se passe actuellement, puisqu'on sait très bien, et je l'ai entendu tout à l'heure, je suis assez d'accord avec le représentant de la FNE, qu'on entend quand même beaucoup de... C'est pas de FNE bashing, mais de expertise environnementalisme bashing. Ça arrive, y compris parmi les écologistes et parmi certains militants. Sauf qu'à l'époque, c'était des militants parfois voilà, qui avaient quand même beaucoup lutté et qui ont pensé qu'il y avait, comme on dit, une fenêtre d'opportunité en entrant dans ces espaces de concertation. Et aussi parce que, alors moi je le dis parce qu'on l'oublie, avec une croyance, mais une vraie croyance, qu'ils allaient participer à l'intérêt général, participer à la décision, je dirais être reconnu comme légitime, et ça aussi c'est important parce qu'il y en avait un certain nombre qui le disaient. Nous, là, on va être écoutés. Avant, on était vus comme des défenseurs des petits oiseaux, enfin, ou voilà, des individus un peu extérieurs, parce que là aussi, les stigmates étaient déjà présents et pas toujours. Je dirais c'était plutôt voilà, quand ils ne sont pas communistes ou autres, à l'époque c'était ça, ils étaient voilà, défenseurs des petits oiseaux, vraiment ou des 7% comme on dirait maintenant, c'est-à-dire des gens vraiment pas très intéressants. Donc l'expertise, ça leur permettait de monter aussi en compétences et du coup ça a eu des effets quand même sur le militantisme, moi je l'avais quand même perçu. Puisque, et là, ça peut être ça aussi qui fait qu'il y a une forme de crise de militantisme parfois aussi qui a été relevée quand même objectivement dans le militantisme écologiste, c'est-à-dire que ce sont évidemment les plus dotés, on va dire, en capitaux culturels qui ont porté ces expertises. Ça a été aussi une transformation du coup des modes d'action. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas encore de manifestations. Hein. Moi, j'avais quand même observé toujours des manifestations, mais ce n'était plus les grands rassemblements, justement anti-nucléaires des années 70, enfin je résume, hein. Ou les grands, aussi d'ailleurs, il y en avait aussi naturalistes, puisqu'il y avait le parc de la Vanoise, par exemple, qui avait beaucoup mobilisé à la fin des années 60. En tout cas, c'était des nouvelles formes de mobilisation qui apparaissaient et qui étaient plus de l'ordre de l'expertise. Il y avait aussi un autre aspect important et qui demeure aussi, c'est le fait que les réseaux militants, même s'ils sont très localisés, se mettaient beaucoup en réseau et réagissaient en réseau. Et la mise en réseau des acteurs avait aussi d'une certaine manière transformé et construit le mouvement écologiste, ou le mouvement écologiste, même je dirais quand il ne fait pas parler de lui, qui est quand même très présent, parce que ce qu'on en voit avec les soulèvements de la Terre, en fait, ce n'est pas très nouveau, puisque les mises en réseau d'acteurs, les fédérations, ça existait déjà. Et aussi, il y avait des acteurs nouveaux qui sont arrivés dans ces années 90, c'est quand même les ONG. C'est pour ça que vous disiez que je parlais des ONG. L'arrivée notamment de Greenpeace en France, qui a quand même transformé les modes d'action, puisque la désobéissance civile, avec, je dirais, une sorte d'alliance avec la Confédération paysanne, a été quand même, c'est à ce moment-là qu'est apparue la... Alors, je vais dire, il y avait quand même finalement des formes de désobéissance civile sur le plateau du Larzac dès les années 70, mais c'est là que ça s'est construit comme, comme répertoire, avec l'idée justement de faire des actions coup de poing rapides, médiatiques, sur un objet international comme les OGM, qui était quand même pas... On dit climat c'est compliqué, mais l'OGM, faire expliquer ça à la population, c'était pas si simple non plus. Là aussi, il y avait quand même une fenêtre d'opportunité, c'est qu'il y avait la crise de la vache folle. Grâce à la crise de la vache folle, ça a pu mettre un peu, je dirais, de l'eau au moulin des questions d'OGM. Mais la grande question de ces années-là, c'était quand même les questions qu'on voit poindre maintenant, c'est-à-dire la mondialisation, les questions d'expertise militante, mais aussi de plus en plus transnationales, et avec des modes d'action médiatiques qui maintenant, on les voit de manière très nombreuse, qui ont été reprises par des tas de groupes, alors qu'au départ, c'était quand même un peu, je dirais, singulier à Greenpeace, Confédération paysanne. Je parle pour la France en tout cas. Donc à ce moment-là, il y a eu ce moment où on a aussi, il y avait une autre figure qui est apparue. On n'en a pas entendu parler ce matin, mais c'était la figure des lanceurs d'alerte, qui est apparu aussi à ce moment-là, autant dans la littérature de sciences politiques, de sociologie, que même parmi les écologistes. C'est-à-dire lancer les alertes sur les questions
notamment technique, est apparu vraiment dans ce contexte-là. Alors, je ne vais pas revenir, parce qu'en plus, ça a été plutôt présenté ce matin, mais évidemment, avec Rio, tout ce qui concerne les agendas 21, etc., la démocratie participative, les concertations se sont multipliées, voire démultipliées. Et j'ai vu clairement, je dirais, les écologistes, enfin les environnementalistes, les écologistes, moi je ne fais pas tellement la différence, hein, je dirais ça les deux ensemble, s'engouffrer dans ces espaces-là, essayer de participer, de revenir plutôt dans la première phase, plutôt positivement hein, de ces espaces de négociation, parce que c'est des nouveaux espaces, donc l'idée c'était aussi que la société civile puisse s'exprimer, et la société civile face aux grands groupes et face aux États. Et ça, c'était aussi ce que moi j'avais. Alors moi, j'ai suivi aussi beaucoup par exemple, le sommet de Johannesburg en 2002. C'était au cœur même des mobilisations locales. Moi, j'avais suivi les mobilisations locales préfigurant, je dirais, le sommet de Johannesburg. Il y avait eu d'ailleurs même l'État français et le ministère de l'époque avaient beaucoup organisé de consultations dans différentes villes de France, etc., pour préparer ce fameux sommet de Johannesburg. Bon, en tout cas, c'est la période, moi je dirais, enchantée, et qui va se terminer, enfin pour moi je le date de cette manière-là, parce que j'ai vu vraiment un avant et un après dans le mouvement social. C'est en 2009, avec le sommet de Copenhague, où il y a eu un vrai backlash, je dirais une vraie désillusion militante de la part des ONG, de tous ceux qui portaient au niveau international les questions, alors le climat surtout, mais même, je dirais, des questions environnementales. 2009, c'est aussi le moment, et je vais pour expliquer ce qui se passe actuellement, je pense que c'est important, un moment aussi d'un point de vue international, où les questions d'environnement et d'écologie étaient fortement portées quand même jusqu'en 2009 et étaient portées par un certain nombre d'États. Et on voit qu'un certain nombre d'États, notamment les plus importants comme d'habitude, ceux qui tiennent les négociations, deviennent frileux dans un contexte de crise des subprimes, si vous vous souvenez, 2008, et une forme de réconfiguration quand même. Là, c'est en sociologie des relations internationales qu'on apprend ça, c'est-à-dire il y a des low politics, des high politics, c'est-à-dire que tout ce qui est je vais faire exprès de dire droit de l'homme, droit de l'environnement, droit des femmes, etc., ça monte souvent sur les agendas, mais ça peut redescendre aussi très vite s'il y a des questions économiques ou justement de guerre, il faut le dire, le mot déjà commençait à apparaître, ou de questions économiques. Et à ce moment-là, nombreuses ONG, enfin des militants des ONG, sont venus quand même frustrés de ces négociations, ont senti que, en gros, ils n'y arriveraient pas, et parallèlement a commencé peut-être une forme de, on va dire, de bashing ou de remise en cause de la forme ONG et de la forme de la concertation. Comme modèle, comme modèle on va dire de portage, je ne sais pas si c'est le mot qui est juste, mais de portage de cause au niveau national ou international. Dans le mouvement écologiste apparaît notamment en France les fameuses la ZAD, mais derrière la ZAD, c'était les villages et transitions qui faisaient beaucoup parler à l'époque, et on est un peu toujours dans cette idée-là, c'est-à-dire revenir au local et revenir dans des questionnements. Geneviève va sans doute en parler aussi cet après-midi, dans des questionnements beaucoup plus d'investissements alternatifs locaux, et ne plus, je dirais, se perdre dans des méga-structures qui, de toute façon, ne nous entendront pas. Donc il y a aussi eu cette tension-là dans le mouvement écologiste, c'est-à-dire un vrai questionnement, avec du coup aussi des nouvelles causes qui apparaissent. On est toujours dans ce cycle-là, et c'est pour ça, je pense que peut-être le cycle est apparu là, même s'il était à bas bruit. C'est-à-dire le fait qu'on questionne plus notre rapport au vivant, le rapport au capitalisme, qui était questionné auparavant, mais pas de la même manière. Trouver des espaces d'autonomie pour créer des alternatives, et aussi avec un questionnement sur l'efficacité des modes d'action quand on fait que de la concertation, on va dire. Même si c'est faux, évidemment, hein, et on sait très bien que même les ONG ne faisaient pas que de la concertation. Je réifie un peu, mais c'était quand même ça, la tension. Comme on disait tout à l'heure, il y avait une tension dans le militantisme,
la tension militante est arrivée à peu près à ce moment-là. Et je vais vous faire rapidement sur la ZAD et notamment celle de Notre-Dame-des-Landes, mais qui a vraiment occupé le haut de la scène médiatique et écologiste pendant au moins une décennie, là, 2010-2020. Et qui a surtout, et moi je vois ça plutôt de cette manière-là, a eu un effet de socialisation du militantisme, a eu aussi un effet de vecteur de nouvelles idéologies, ou alors ce qu'on appelait tout à l'heure idéologie, ou de représentation de la nature. Et ça a eu comme effet quand même de transformer l'idée que les concertations, on va continuer à en faire. C'est pas le fait qu'il n'y en a plus, et y compris la ZAD, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y avait véritablement à la fois des concertations, des recours juridiques, enfin bref, il y avait toute la panoplie du registre d'action et des répertoires d'action. Mais il y a quand même une frange de l'écologie, enfin des écologistes, qui se posent la question de savoir si il ne faut pas aller, alors pas forcément dans d'autres modèles, mais en tout cas questionner le modèle aussi démocratique. Alors ça, je vous fais du point de vue des écologistes et du mouvement social, mais parallèlement, il y a évidemment l'État. Alors là aussi, je vais le faire rapidement, parce que je vois aussi que le temps passe. L'État, lui, se retrouve confronté à plusieurs effets. Bon, pour ne pas non plus, faire les gentils écolos contre le méchant État, on va dire que l'État, il devait aussi absorber pas mal de questionnements et de défis. Le premier défi, ça a été quand même, en quoi qu'on dise, la crise économique de 2008 et dont on est à peine sorti, je pense, c'est-à-dire avec la fragilisation d'un certain nombre de franges de la société, avec des effets sociaux assez importants. Donc ça, comme je suis quand même pas spécialisée crise économique, je ne vais pas en parler très longtemps, mais il y a cet aspect-là. La deuxième crise, c'est la crise, on va dire, terroriste. C'est-à-dire il y a des attentats sur le sol français. Et donc il y a tout un appareillage répressif qui va se mettre en place à partir de 2005 surtout, même si c'était un peu sous-jacent. Et comme je le relisais tout à l'heure dans le bouquin des politiques de conflit qui date de 2005, c'est évidemment un vieux bouquin, mais il parlait quand même du Patriot Act aux États-Unis et comment le Patriot Act aux États-Unis, après 2001, avait d'une certaine manière cloisonné, c'est-à-dire soit vous êtes avec l'État, soit vous êtes contre l'État, et si vous êtes contre l'État, vous êtes un ennemi de l'État. Et Tilly et Tarot voyaient déjà en 2005 tout ce que ça allait avoir comme conséquence sur tous les mouvements sociaux, pas forcément qu'écologistes, sur le fait qu'il fallait être derrière et le mot, alors aux États-Unis c'est encore plus fort que chez nous peut-être, patriote. En gros, si vous n'êtes pas derrière, vous n'êtes pas patriote, quoi. Et donc vous tombez dans de l'autre côté de la frontière, et ça a des effets, y compris en interne. Nous, on va trouver la même chose à partir de 2005 en France, puisque avec les lois qui restreignent fortement le droit de la manifestation, pas de bol, juste après le 13 novembre, il y avait la COP quand même à Paris notamment. Moi, je l'ai vu physiquement, un certain nombre de... Je parle pratiquement avec beaucoup d'affection. De mes militants se sont retrouvés soit surveillés, soit en état de ne pas manifester, alors qu'ils avaient tout construit pour la manifestation. Alors, ils avaient fait d'ailleurs des manifestations alternatives et non violentes d'ailleurs, dans l'espace public. Ils avaient été inventifs, mais ça avait été quand même tout un problème, on va dire. Donc il y a eu un moment, ça s'est transformé, et en plus, à un moment où le mouvement social aussi écologiste pour ça je parlais de transnational, le transnational réapparaît, mais d'une autre manière, et par le climat d'ailleurs, grâce aux marches de la jeunesse, emportée par Greta Thunberg, qui est devenue une sorte d'icône et de figure. Et d'un seul coup, nos lycées français, nos lycéens deviennent des désobéissants civils, alors très cadrés, puisque c'est que le vendredi, ils font une grève, etc. Mais la désobéissance civile apparaît aussi. Et même si c'est vraiment non violent, encadré, que je ne pense pas que ça a effrayé beaucoup les pouvoirs publics quand même, il n'empêche que ça a quand même participé à des nouveaux modes d'action. Parallèlement, il y a Alternativa aussi qui s'y met, à COP 21, avec aussi, par exemple, décrocher les portraits de Macron, qui a été
pas très bien reçu, on va dire. Et là, par contre, il commence à avoir une répression de certains militants, puisqu'un certain nombre de militants se retrouvent en procès. Alors, procès militant, avec Graham Hayes, mon collègue là, avec qui je travaille sur la désobéissance civile, on en avait suivi beaucoup dans la période 2000-2010. C'était sur les OGM, etc. Alors, quand je le dis, ça paraît toujours, il ne faut pas sous-estimer qu'il y avait des peines, que c'était pas, voilà. Je suis sûre, si un militant de la Confédération paysanne, il va me dire, vraiment, vous exagérez. Nous aussi, on a eu la répression. Mais il n'empêche que le modèle de répression était quand même assez routinisé, et surtout dans une grammaire, dans un contexte, et là je reprends Taro Itili, où il y avait une sorte de, même si c'était en tension, il y avait un non-dit derrière que malgré tout, c'était une action légitime, illégale, mais illégitime. Même, d'ailleurs, José Bové le dit lui-même, souvent dans ses témoignages, que souvent, en gros, il plaisantait avec la police, enfin que ça se passait pas si mal. Or, ce qui se passe quand même à partir de 2000, on va dire récemment, quoi, depuis 2017-2018, et l'épisode parce que tout ça, décrochage des portraits de Macron et tout ça, ça se fait avec les gilets jaunes en fond de carte. Enfin, il faut penser aussi que voilà, les mouvements sociaux, c'est pas chacun dans son espace. Il y a aussi d'autres choses à côté. La répression est beaucoup plus forte. Enfin, je fais rapide aussi, plus de garde à vue, plus de blessures, parce que c'est ça aussi, et puis plus de tensions au moment des cortèges. Pour l'avoir observé aussi, beaucoup moins de familles dans les cortèges. Et puis dans les procès aussi, une forme de tension, parce qu'un certain nombre, il y a eu des militants, notamment à Paris, qui avaient été quand même poursuivis par le parquet antiterroriste. Donc il y a eu quand même c'était autre chose, quoi. Déjà, avant d'être éco-terroristes, ils n'étaient pas encore éco-terroristes, mais ils avaient déjà eu cette expérience-là. L'expérience militante et l'expérience de la manifestation se transforment. Et l'expérience même du procès militant à la suite de la désobéissance civile n'a plus la même teneur et le même contexte. Donc, on arrive à cette dynamique, on arrive à ce qui se passe actuellement. Alors, comme on est dans le cycle, à mon sens, pour retourner à mes chères œuvres impérissables de Taro Itili, il me semble qu'on est quand même très clairement dans un cycle de protestation qui est né, je résume, il y a 5-6 ans, mais qui est né aussi avec des strates différentes, c'est-à-dire la désobéissance civile, qui est, selon Tilly et Taro, et moi j'insiste aussi, qui peut relever, comme ils disent, alors ça c'est un mot très anglais, ils l'ont traduit en français de cette manière-là, je ne suis pas très sûre, mais ils disent que ça peut être conçu ou vu comme agressif. Agressif, c'est-à-dire, en gros, ça trouble l'ordre, pour dire en français, ça trouble l'ordre public. Mais sans être pour autant, justement, violent, parce que la violence, c'est autre chose. La violence, c'est les atteintes aux biens, et surtout les atteintes aux personnes. Donc ça, c'est un niveau différent. Donc il y a la désobéissance civile qui apparaît, qui commence aussi à apparaître au-delà du spectre, je dirais, de la désobéissance civile type Greenpeace et Confédération paysanne, qui est prise en charge, on va dire, par des tas de petits groupes qui sont plutôt déterminés, qui sont aussi sur un certain nombre d'actions particulières, comme par exemple Dernière Rénovation, qui ont leur agenda et leurs idées. Parallèlement, il y a évidemment, là on l'a entendu tout à l'heure, il y a toujours en fond de carte, on va dire, tous les mouvements associatifs qui existent, ils existent toujours, mais il y a aussi tout ça qui apparaît, plus un traitement, on va dire, politique et institutionnel différent des mouvements sociaux, et notamment de la désobéissance civile, mais pas que de la désobéissance civile, de la manifestation. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du droit de l'association. Là, moi, je serais dans la case du droit à la manifestation. Le droit à la manifestation devient compliqué. Par exemple, aussi, le fait que de plus en plus, un certain nombre de manifestations sont interdites, que des citoyens sont surveillés. Je dis citoyens parce que, voilà, on peut penser que c'est un droit citoyen. Alors même, notamment, un autre auteur qu'on connaît bien, nous, en sciences politiques, Olivier Filleul et Daniel Tartakovsky, il faut quand même aussi parler de sa collègue, Daniel Tartakovsky, ont exprimé, et le disent dans tous leurs bouquins, que la manifestation en France, si vous voulez, c'est presque comme le droit de vote, c'est un droit institué. C'est-à-dire que pour un Français,
dans nos représentations, alors je ne vais pas faire un sondage dans la salle, mais dans nos représentations, la manifestation, c'est une manière de protester, mais routinisée. D'ailleurs, surtout Daniel Tartakovsky a bien insisté sur la routinisation de la manifestation, qui n'est pas une expression illégale du droit. Or, de plus en plus, ces manifestations se trouvent soit encadrées, soit interdites. Là encore, alors je reviens à mon idée du début, c'est-à-dire que ça a pour effet de réduire, je dirais, les espaces, comme on dit, les répertoires d'action. C'est-à-dire que quand on est citoyen, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on pourrait manifester, mais les manifestations, c'est compliqué. En plus, on risque parfois la blessure, l'arrestation ou même que la manifestation ne se termine pas forcément très bien. Le fait également que quand on essaye toute la routine, si j'ose dire, de la démocratie, des formes de concertation et de la démocratie participative, on n'est pas écouté non plus. Quand on essaye le droit, même si on a raison, en vrai dire, le juge abonde dans notre sens, on n'est pas écouté. Donc au fur et à mesure, ça, si vous voulez, ça a construit aussi ce qu'on appelle ce fameux sentiment d'injustice et construction peut-être d'une violence, mais d'une violence qui fait que... Alors moi, par contre, ce que j'entends et assez régulièrement dans pas tous les groupes militants, je rassure, mais quand même souvent quelques individus dans ces groupes militants s'interrogent aussi sur la violence d'État et s'interrogent aussi sur à quoi bon d'être non-violent. Moi, je l'ai quand même entendu, je préfère vous le partager. À quoi bon d'être non-violent jusqu'au bout? Enfin, c'est-à-dire lorsque la violence est si forte sur nos activités et sur nos manières de faire que on ne peut plus aller. Il y a un moment de ce qu'on appelle de bascule possible. Donc, pour en résumer tout ça et pour terminer et ouvrir sur un débat et revenir au concept de Tilly et Tarot sur le fait, et c'est ça que j'aimerais surtout partager ce matin, c'est qu'en fait, quand on parle de radicalisation des mouvements sociaux et notamment des écologistes, je pense qu'en fait, c'est surtout un jeu dans le contexte institutionnel et le contexte aussi politique qui transforme les modes d'action, c'est-à-dire les modes d'action ou même les labellisations des modes d'action. Puisque il y a aussi tout un aspect, alors je ne vais pas rouvrir ça avec vous aujourd'hui, mais il y a, dans le Code de la sécurité intérieure maintenant, il y a aussi un certain nombre de modalités qui viennent d'être introduites. Je ne suis pas spécialiste de cet aspect-là, mais sur la surveillance, notamment de personnes qui seraient suspectes. Donc voilà, il y a un éventail de positionnements qui font qu'au fur et à mesure, le citoyen se sent surveillé, limité dans ses actions, et au nom, en plus, je le répète, pour les écologistes en tout cas, au nom, d'ailleurs, d'un État qui méprise des citoyens, parce qu'ils se situent toujours dans l'idée de la citoyenneté, qui se disent défendant l'intérêt général et défendant l'intérêt de la nature ou l'intérêt général. Donc il y a bien cette tension entre, je dirais, justement la légitimité, parce qu'on est quand même derrière... il y a quand même une question presque philosophique ou en tout cas de sciences politiques et de philosophie, c'est-à-dire que l'État, normalement, représente la violence légitime. Or, actuellement, la question, c'est surtout la légitimité de cette violence-là par rapport à des citoyens. Et ça, je l'ai entendu quand même assez souvent à la fois dans les espaces citoyens, voire dans les espaces au-delà des citoyens, je dirais citoyens écologistes d'ailleurs, puisque je vous rappelle que notamment après Sainte-Soline, et d'ailleurs en suivant Sainte-Soline, la Ligue des droits de l'homme aussi s'est interrogée sur la question du droit de manifester, sur la question de la sécurité, on va dire, des manifestants, et sur la question aussi de la répression. Donc ça s'est ouvert sur d'autres espaces. Donc, est-ce que, et ça, je vais finir par une question, Charles Tilly et Sidney Tarot, ils ont tout, comme c'est des modélisateurs, ils peuvent, ils ont tendance à tout ouvrir et tout penser. Ils ont parlé de dédémocratisation. Alors la dédémocratisation, c'est quoi pour eux?
c'est lorsque, alors je reçois aussi leur phrase parce que c'est beaucoup mieux dit que ce que je peux vous partager. La dédémocratisation, selon eux, peut intervenir du jour au lendemain, par suite d'un coup d'État violent, mais aussi par une série d'accroissements insensibles de la capacité de l'État. À mon sens, on n'est pas encore au coup d'État violent, mais on est quand même dans une série d'accroissements insensibles de la capacité de l'État, c'est-à-dire comment l'État, peu à peu, par différents, je dirais, moyens, peut aussi, en tout cas, faire en sorte que du coup, les écologistes se retrouvent, j'irais, radicalisés. Et en plus radicalisés dans un contexte, alors je crois qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, dans un contexte aussi où il y a certains médias qui, en plus, voilà, on rajoute sur la radicalisation, on rajoute sur les images, invisibilise toutes les activités FNE du quotidien, c'est-à-dire quand on fait justement de l'éducation à l'environnement. Et dans ce contexte-là, voilà. Donc, en gros, je résume, c'est pas qu'un enjeu d'écologistes et de mouvements sociaux, c'est aussi un enjeu de démocratie. Et nous sommes en plein dans ce cycle de protestation. Donc, généralement, ça soit Tilly, Tarot ou même moi-même, hein, parce que quand j'ai travaillé dans les années 90 sur, en gros, le cycle de protestation des années 70, j'étais arrivée, l'histoire était finie. Et là, on est au milieu de l'histoire. Donc, je ne vous donnerai pas la fin de l'histoire. On est en plein dedans. Mais en tout cas, oui, on est clairement dans un cycle de protestation et un cycle où il y a une recomposition assez forte des répertoires d'action et surtout du jeu de l'État avec ses répertoires d'action. Parce que des choses routinières que en gros, faisait le mouvement écologiste, deviennent plus routinières, deviennent criminalisées ou deviennent impensables ou sont contraints. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, pour nous avoir retracé cette socio-histoire et avoir fait les liens avec nos thématiques. Peut-être juste pour ouvrir la discussion, puis je vous passe le micro. J'avais deux questions. Une première, c'est que comme vous avez travaillé en fait sur les cas français, mais aussi notamment en Grande-Bretagne, est-ce qu'il y a une spécificité en fait de ces évolutions dans le contexte français, ou est-ce que c'est des évolutions qu'on peut repérer plus généralement? Donc, est-ce que ce répertoire d'action, enfin, ce cycle dans lequel on est, est-ce qu'il y aurait des spécificités françaises ou pas? Et puis, une deuxième question, c'est sur en fait, le lien entre la composition sociale du mouvement et les transformations du répertoire d'action. Parce que dans vos travaux, en fait, sur les transformations des répertoires d'action aux années 90, on voit un recours accru à l'expertise, et vous l'avez dit, du coup ça s'accompagne aussi un peu du fait que ce soit certaines catégories sociales qui vont plus facilement mobiliser ce répertoire d'action, cette expertise, plutôt des catégories sociales supérieures, intellectuelles. Est-ce que du coup, avec l'évolution et l'élargissement peut-être des répertoires d'action plus ancrés dans le faire, dans certains modes de vie et dans certaines alternatives, est-ce que du coup on aurait, enfin je ne sais pas si vous avez pu l'observer, un élargissement en fait, une diversification sociale ou non des participants? Alors sur le contexte français et autres, on vient de réactualiser les travaux qu'on avait produits sur la désobéissance civile avec Graham Hayes. Donc on a recomposé, on a en gros réécrit une bonne partie du bouquin parce qu'il n'était plus tout à fait, en tout cas, en écho avec ce qui se produisait. Ce qu'on observe, en tout cas Graham l'observe du côté britannique, c'est que le droit de manifester, y compris en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, est beaucoup plus... alors là aussi, c'était presque un droit constitutionnel. Alors, ça n'avait pas le même force symbolique qu'en France, parce qu'en France, tout passe par les manifestations. Moi, pour l'avoir vu en Angleterre, ils essayent souvent beaucoup plus de consultations avant d'arriver à la manifestation. Mais il n'empêche que là aussi, la répression est assez forte, on va dire. Et ce qu'on constate quand même, alors c'est une caricature, mais c'était aussi presque on
on a presque fait une petite, voilà, c'est notre petit clin d'œil à Graham et moi. C'était que nous, enfin moi je trouve que en France la répression policière elle peut quand même être très très rude et avec quand même, moi je rappelle, hein, bon on a eu Sivins, on a quand même eu, il y a eu un mort, il y a eu des blessés, il y a des blessés, hein, enfin et puis pas que des, voilà, il y a eu quand même des histoires pas très simples. Bon, Sainte-Soline, n'en parlons pas. La répression policière, le rapport au corps, on va dire, au corps manifestant, ça n'a rien à voir. En Grande-Bretagne, le nombre, entre guillemets, de blessés, etc., est très rare. Et ils ont toujours un peu l'habeas corpus dans la tête. Enfin, je parle des policiers. Donc, il y a une sorte de, on va dire, civilité dans les interactions qui n'existe un peu moins en France. Un peu notre spécialité policière aussi française, hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de la sociologie de la police qui rappellent que voilà, longtemps, les policiers français ont une autre histoire, on va dire, et de rapport aux citoyens. En revanche, dans les tribunaux, nos tribunaux sont relativement, alors avec des différences évidemment, mais les peines de prison sont rares, ça arrive, mais souvent c'est sursis, etc. En Grande-Bretagne, il y a des vraies peines de prison, si j'ose dire. Et certains militants, même de XR, sont emprisonnés en Grande-Bretagne. Ouais, me dit qu'en plus certains ont vraiment mal vécu la prison parce que bon, voilà, ils se retrouvent quand même en prison. Enfin, c'est une vraie peine de prison. C'est pas juste symbolique. Et pour l'avoir vu aussi, alors je fais une digression, mais comme j'ai été aussi invitée en Suisse pour suivre des procès à Lausanne et autres, en Suisse, la répression, ça se fait aussi très fortement par les amendes et les peines d'amende assez fortes, même très fortes, qui fait qu'il y a un poids aussi sur les organisations, enfin qu'on voit aussi arriver en France, parce que notamment dernière rénovation et autres, avec le nombre de procès qu'ils ont, il y a quand même un vrai enjeu aussi sur les organisations parce que tenir les procès, c'est aussi tenir en termes militants, financiers, soutien psychologique et moral aux militants qui vont jusqu'au bout, etc. Donc voilà, il y a des différences, mais d'une manière assez générale, on peut quand même le dire, il y a quand même il y a une répression assez générale. Enfin, c'est pas singulier à la France, hein, si ça peut nous rassurer ou pas. C'est pas singulier à la France, même si on veut aller beaucoup plus loin. J'avais été au Brésil il y a quelques années, mais il n'empêche que même encore maintenant, j'ai quelques échos des Brésiliens. C'est beaucoup plus dur parce que non seulement il y a des intimidations, mais il y a aussi des morts, hein. Il y a vraiment des militants qu'on retrouve assassinés. Donc, il y a vraiment des gros enjeux aussi là-dessus, c'est-à-dire des enjeux sur les intimidations selon les contextes. Ouais, la France n'est pas le seul dans la répression. Alors, deuxième question, c'était sur les profils sociaux, on va dire. Alors, les profils sociaux, moi, j'ai pas non. Alors, il faudrait faire une vraie enquête, donc je reste quand même très modeste par rapport aux transformations. En tout cas, il y a eu une vraie envie et il y a un vrai... peut-être c'est pas la différence parce que je pense que ce qu'on oublie aussi, c'est que même dans les années 70, et là c'est Geneviève pourra en parler mieux que moi, il y a eu plein d'expériences alternatives, hein, et plein d'expériences alternatives ont toujours vécu avec le mouvement social, même si c'était pas aussi, visible. Actuellement, il y a un regain de ces alternatives-là, peut-être parce que justement, et ça, on voit ça c'est dans la sociologie des mouvements sociaux, lorsqu'il y a des grandes répressions. On a vu ça sur les mouvements anarchistes, sur des mouvements, souvent un peu, on va dire, qui n'ont pas pu se transformer et qui n'ont pas pu transformer surtout la société. Il y a des espaces d'autonomie qui se créent et qui se recréent. Donc, ce n'est pas spécifique et singulier. Dans ces cadres-là, oui, il est possible qu'il y ait des trajectoires militantes différentes, notamment sur les ZAD, il y en a eu, hein, des trajectoires militantes ou des trajectoires d'acteurs avec des jeunes qui arrivaient, qui n'étaient pas du tout, qui étaient plutôt des jeunes errants et alternatifs, errants au sens pas d'une errance totale, c'est-à-dire volontairement errants, et qui étaient dans une dynamique de construction d'utopie. Mais il est vrai que quand même, jusqu'à maintenant, les porteurs de cause sont toujours un peu les mêmes, mais qui est quand même de plus en plus interrogé, notamment par des mouvements comme Alternatiba,
pour le connaître un peu mieux, ou un peu moins mal, on va dire, moi j'avais aussi assisté à des réunions avec, à l'époque, c'était les Gilets jaunes, pour essayer de travailler justice sociale, justice environnementale. La question aussi qui revient avec l'écologie populaire et dans les espaces, on va dire, populaires pour redonner aussi, comme le disent souvent les écologistes, mais pas que les écologistes, nous aussi les sociologues, on dirait la même chose, c'est-à-dire que les classes populaires, elles sont parfois écologistes sans le savoir, c'est-à-dire que clairement le recyclage, ils le font pour d'autres raisons. Mais c'est des activités qui sont clairement d'ordre écologique. Donc, il y a une diversification. Mais ça, je dirais, on se trouve toujours avec cette tension-là. Mais je vais être un peu là aussi confrontée à nous-mêmes. Tous les mouvements sociaux sont souvent portés par des classes moyennes éduquées, voire même très éduquées. Et je vais même aller jusqu'au bout, ça soit Karl Marx ou Engels, c'était des fils de bourgeois. Donc, et les grands et les plus, voilà, ça c'est toujours en boomerang, on va nous renvoyer, toujours le fait que oui, mais les mouvements sociaux sont toujours portés par les mêmes. Je pense qu'en termes de il y a très clairement des appétences on va dire parmi soit les classes moyennes éduquées ou classes supérieures éduquées à être altruistes. Et ça, on retrouve ça dans tous les modèles. C'est-à-dire même pour les causes humanitaires, même en ce moment, j'imagine, sur les questions de guerre, puisque il y en a quand même pas mal, tous ceux qui manifestent et ceux qui sont porteurs de cause ont toujours les mêmes profils sociaux. C'est ce qu'on appelle l'altruisme, parce que, c'est différentes manières de penser, mais pour l'instant, la nature ne peut pas parler pour elle-même, donc ça rentre dans l'altruisme, c'est-à-dire on porte la parole d'eux. Et là, souvent, y compris dans les mouvements afro-américain, Martin Luther King, c'était quand même quelqu'un qui était doté en capitaux culturels. Donc ça, on va retrouver dans les porte-paroles, etc., cette question-là. Mais par contre, ce qui arrive actuellement, et ça c'est peut-être la rupture idéologique dont on parlait tout à l'heure, oui, il y a vraiment un souci d'incarner autre chose que soi-même, on va dire, d'incarner aussi d'autres classes sociales, et qui était peut-être moins présente il y a 20 ans. Merci beaucoup. Je vous propose si vous avez des questions, on entame la discussion. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes à l'école des hautes études, c'est ça j'avais vu qu'il y avait le terme santé dedans. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez, parce que en matière de santé, moi je suis dans le nucléaire bénévole, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les faibles doses, par exemple, si on prend ce domaine-là, moi je ne vois pas trop de remobilisation, je vois plutôt de la remobilisation pour la réindustrialisation et la simplification. On en a parlé ce matin, on pourra en reparler si vous voulez. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque je fais partie de groupes de travail pluralistes sur ce sujet. Simplement, je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que vous avez vu des endroits où il y a vraiment une remobilisation sur le plan de la santé? Merci. Oui, merci. J'avais une question sur l'approche mouvement social, politique des conflits. Elle est focalisée sur des militants, sur des groupes. Et comment on peut penser ou comment on peut saisir l'évolution alors je ne sais pas comment on pourrait parler, du public de ce mouvement social ou de cet espace public intermédiaire dans lequel il y a des milieux supports, il y a un ancrage avec des gens qui ne sont pas des militants, mais qui, d'une certaine façon, sont des sympathisants, sont capables d'aller dans des manifestations, etc. Comment il y a une évolution sur cette question-là? Et puis, toujours sur l'approche des mouvements sociaux, est-ce que ça permet de saisir la diversité de dont on se parlait ce matin? Est-ce que toutes les associations sur le terrain, est-ce que les associations spécifiques aujourd'hui sur le zéro déchet, etc., font partie de quelque chose qu'on pourrait saisir comme un mouvement social ou comme le mouvement social? Merci, pardon de monopoliser un peu la parole. Sur la crise du militantisme, moi je ne suis pas persuadé qu'il y ait une crise du militantisme. On a eu hier les chiffres de l'engagement en France. Ces chiffres, ils montrent que l'engagement il est en augmentation. Ils montrent qu'on est passé de 22 à 30%. Il me semblait qu'à un moment vous disiez qu'on était sur une crise du militantisme. D'accord, donc effectivement.
Ok, donc effectivement. Donc pour que ça soit clair, on est plutôt effectivement sur une. Par contre, et vous l'avez très bien dit, la fracture associative, elle augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur 15% des personnes non diplômées qui sont engagées, en particulier dans les associations. On est sur 33% des personnes qui ont bac plus 3. Donc il y a effectivement ce sujet-là. Sur la violence d'État, juste dire que la violence, elle n'est pas que d'État. Ce qui est assez nouveau aussi, c'est que la violence d'État, elle libère les violences d'autres groupes sociaux. Et nous, ce qu'on subit le plus en ce moment, c'est pas tant c'est la violence d'État, mais c'est aussi la libération de la violence, notamment de syndicats agricoles comme la FNSEA, les FDSEA locales, la coordination rurale. On a des militants qui sont harcelés, on a des violences sur des militants, on a des locaux associatifs qui sont dégradés, qui sont attaqués régulièrement, avec une réponse, et ça c'est une forme de violence d'État, une absence de réponse de la part de l'État, une absence d'enquête de gendarmerie, une absence de retour de nos plaintes et tout ça sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a un vrai sujet ici. Et j'avais une question sur la question de la différence entre écologisme et environnementalisme, parce que c'est un vrai sujet que nous, on a régulièrement à traiter. Au départ, on était des écologistes, nous, dans les associations, parce qu'on était, comme ça a été bien dit, ça venait des associations naturalistes, donc des écologistes au sens noble du terme, des personnes, des scientifiques qui étudient l'écologie. Quand l'écologie politique est arrivée, elle a pris le nom d'écologiste et on s'est appelé environnementaliste, pour bien distinguer les deux. Aujourd'hui, nous, on assume à France Nature Environnement le fait de ne pas mélanger la politique partisane et donc l'engagement écologique, pour répondre aussi à ce qui a été dit ce matin sur le fait d'être dans un parti politique et d'être un élu local. Donc nous, dans nos statuts, l'interdiction totale de tout mandat électif, même pour une commune de 50 habitants, c'est non, au niveau national. Ce n'est pas le cas dans tout le mouvement. On a Yves Contasso qui est président de FNE Paris, par exemple. Donc ça nous pose plutôt des questions que ça en résout. Et aujourd'hui, l'Europe Écologie Les Verts a décidé de changer de nom et de s'appeler les écologistes. Et a même proposé un mouvement dans lequel un mouvement très ouvert sur l'ensemble du militantisme écologiste en disant voilà, le portail d'entrée, c'est les écologistes, c'est nous qui le gérons, Europe Écologie Les Verts, et après on vous dirigera en fonction de votre niveau d'engagement vers de la politique ou vers les associations. Donc nous, on a refusé de jouer ce jeu-là, donc on n'est pas rentré dans ce truc-là. Mais voilà, une question sur où on en est justement de cette différenciation, sachant que pour l'État ou pour des grands syndicats comme la FNSEA, les écologies, c'est un grand tout, avec aucune distinction entre la dimension politique partisane, la dimension... voilà. Peut-être répondre déjà à ces questions, on verra après s'il y en a d'autres. Alors, sur la question de santé, moi, ce que je vois à l'école de la santé publique à Rennes, on a un gros labo, l'IRSET, qui travaille sur les polluants chimiques et les perturbateurs endocriniens. Donc, récemment, pas moi, parce que bon, j'avais pas raison de le faire, mais la plupart de mes chercheurs, entre guillemets, de ce labo, ont signé une pétition dans Le Monde sur les questions de pesticides, pour dire clairement, et sur la question des pesticides. Il y a aussi en ce moment dans les chercheurs, alors j'ai oublié cela aussi dans tout mon panorama, il y a beaucoup de chercheurs qui appellent à la désobéissance civile, qui sont sur la désobéissance, qui font des appels qui sont dans les alertes. Je pense qu'en ce moment, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tellement d'objets en même temps que peut-être que oui, alors le nucléaire, je ne peux pas vous répondre parce que là, j'ai vraiment pas... Peut-être que Maëlle, qui est devant moi, va peut-être mieux répondre. Parce que bon, j'ai rien là-dessus, parce que nous, on ne travaille pas sur le nucléaire, on travaille sur les perturbateurs endocriniens. Mais dire que, heureusement, qu'il y a quand même des espaces, notamment de chercheurs, et notamment, alors là, c'est des chercheurs biologistes, ce n'est pas des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui continuent, grâce d'ailleurs à des fonds européens ou à des fonds internationaux, à mener des recherches, à se mettre en réseau et du coup à lancer des alertes sur santé-environnement. Bon, ça, c'est intéressant et important. Ils ont parfois des relais. Eux, par contre, ils aimeraient peut-être avoir plus de relais dans le monde associatif. Certains l'ont, certains le refusent parce que c'est un peu comme pour le reste. La recherche, soit certains veulent aller jusque au mouvement associatif, d'autres préfèrent rester chercheurs. Mais en tout cas, il y a une vraie préoccupation sur la question de la santé qui apparaît. Et alors peut-être aussi un peu pour répondre à la question des autres, des publics, des opinions publiques. J'avais travaillé aussi à une époque sur les mobilisations des habitants à l'égard de l'environnement et qui n'étaient pas du tout écologistes et militants.
Ce qu'on constate quand même, c'est que derrière, alors d'ailleurs le faux mot de NIMBY, parce que bon, d'ailleurs c'était un peu pour casser le terme NIMBY que j'avais fait cette étude sur les habitants, il y a quand même des fortes préoccupations environnementales qui émergent. Et justement, je fais un parallèle avec la santé, parce que souvent, les questions de santé permettent de faire le lien. En gros, on n'est pas, la dégradation de l'environnement, on la voit, bon, on la subit, mais s'il y a vraiment un stress sur les questions de santé, je vois émerger ces questions-là dans l'opinion publique et parmi les habitants. Mais moi, j'ai pas été spécialement, je suis pas spécialiste des mobilisations et des opinions publiques, et surtout de l'opinion publique, qui est encore autre chose que les mobilisations des militants et des engagés. Et évidemment, oui, c'est pour la diversité du mouvement social. Là, j'aurais peut-être dû faire en introduction une sorte de planisphère de tous les mouvements sociaux, mais dans les mouvements sociaux écologistes. Et moi, je suis un peu comme, enfin bref, je dis écologiste parce qu'autrement, il y a effectivement ceux qui se disent écologistes, ceux qui se disent environnementalistes. Moi, j'avais fait ma thèse à un moment, il y en avait certains qui se disaient aussi naturalistes. Il y avait même dans l'écologie politique, il y en avait qui se disaient écologie politique urbaine, d'autres qui voulaient être écologie politique, je ne sais plus, ruraux, je ne sais pas quoi. Donc, chacun a sa définition. Donc, moi, j'ai mis un peu, voilà, un sticker ensemble pour écologiste. On y intègre aussi les activités, de groupes qui, comme vous l'avez dit, circulent, parce que c'est ça qui est intéressant dans le mouvement écologiste. Peut-être les autres aussi, hein, mais le mouvement écologiste est assez particulier. C'est-à-dire qu'on peut très bien être militant du quotidien dans une recyclerie, le week-end être à Sainte-Soline, être par ailleurs bénévole je ne sais où. Et je veux dire, c'est cette perméabilité-là qui fait aussi le mouvement et qui fait la singularité du mouvement. Et donc, pour répondre, non, en tout cas, je veux faire un démenti. Non, non, au contraire, puisque s'il y a un cycle de protestation, on n'est pas dans la crise du militantisme. Par contre, une reconfiguration des modes d'action, peut-être aussi des interrogations sur, moi, ce que j'entends, hein, des différentes associations qui se posent des questions sur, j'allais dire, pas leur avenir, au sens où ils savent qu'ils ont plein de travail, mais dans le sens où on va encore faire une manifestation, on va encore faire ceci ou cela, et on n'est pas entendu, et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de, ça prend pas, comme on dit. C'est-à-dire que je suis assez d'accord que l'État ne fait pas tout, mais il n'empêche que pour qu'il y ait une loi, par exemple sur les perturbateurs endocriniens et les pesticides, les effets des pesticides, si on a une loi qui a amoindri au Parlement, voilà, on est quand même face à un mur et y compris même, je dirais, même les cancérologues se retrouvent voilà, juste à dire à quoi ça sert d'avoir lancé autant d'alertes si on n'est pas entendu. Donc il y a un moment, c'est ça plutôt l'interrogation. C'est pas une crise du militantisme, c'est au contraire même un fort militantisme. Peut-être la seule crainte qui pourrait y avoir, c'est qu'à force qu'il y ait répression, un certain nombre se découragent. Mais ce qui peut arriver aussi, et c'est ce qu'on sait aussi quand on fait un peu de la sociologie de toutes les formes de militantisme d'ailleurs, c'est que soit ça décourage, soit ça galvanise. Donc ça peut aussi faire l'autre chose. C'est-à-dire la répression n'a pas toujours l'effet qu'on croit. Donc, alors en tout cas pour ce que vous dites, moi, qu'est-ce qui est écologiste ou environnementaliste? Alors moi, comme je fais de la sociologie, j'écoute les acteurs et je dirais que vous vous nommez comme vous avez envie de vous nommer et vous avez vos régulations comme vous voulez le faire et pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je mets quand même ça dans le mouvement écologiste parce que, justement, et vous le dites, à côté, ils font autre chose, mais quand même, quand il y a une manifestation, quand on doit faire une pétition, quand on doit faire même parfois des alliances, on est ensemble. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pas après, effectivement, mais chez les féministes aussi, il y a des sous-rubriques, si j'ose dire. Dans les syndicats, n'en parlons pas, le syndicalisme, alors là, il y a plein de modalités différentes. Le rapport aux politiques, ce que vous dites, moi je le rappelle aussi, c'est pour ça quand je disais que finalement, j'avais commencé par le parti politique et puis je trouvais que ce n'était pas la bonne entrée, pour ma thèse en tout cas, pour comprendre le mouvement écologiste et sa naissance, parce que c'était une partie. Enfin, c'était intéressant le mouvement politique, mais c'était pas que c'était pas que là que ça se produisait. Donc,
Oui, si, et sur la question, il n'y a pas que l'État, je suis tout à fait d'accord. En ce moment, il y a une libération de la parole aussi. On a en ce moment, de toute façon, c'est pas que pour les écologistes, il y a une libération de la parole tous azimuts. On se traite de tous les noms. Je pense que la France, en ce moment, est quand même assez malade dans les invectives et dans les injures qui arrivent très vite. Et une libération assez forte sur les écologistes. Et oui, quand je parlais des intimidations tout à l'heure, je me suis concentrée sur l'État, mais c'est évidemment qu'il y a des groupes d'intérêt aussi derrière. Et on sait très bien aussi que l'État choisit ses groupes d'intérêt et choisit ceux qui vont protéger, ceux qui ne vont pas protéger. Et en ce moment, les écologistes ne sont pas du bon côté, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. On peut prendre un deuxième tour avant le déjeuner pour se mettre en appétit. Merci beaucoup. J'ai d'abord une question très pratique. Est-ce qu'on est enregistré? D'accord. Donc du coup, je vais poser la question qui fait peut-être écho justement à la question de la multiplicité des types de mouvements militants. J'ai été très frappé aussi de voir comment, y compris au sein des associations qui se disent écologistes, en tout cas, il y a aussi des tensions qui sont extrêmement fortes, et notamment sur les questions énergétiques sur lesquelles je traite, autour de la décarbonation et de la place du nucléaire. Finalement, par rapport à des inconvénients du nucléaire que certains, en tout cas, estiment tellement forts qu'ils devraient conduire au bannissement du nucléaire, et ceux qui, au contraire, pensent que la décarbonation est absolument majeure, et y compris avec parfois des oppositions qui peuvent être très violentes entre ces différents acteurs. Si éventuellement tu as quelques éléments là-dessus. Bonjour. Je suis juriste brésilien et je suis chercheur invité à l'MSH Val-de-Loire. J'ai des questions. Un que vous avez parlé des acteurs qui écrivent sur la dédémocratisation, mais je n'ai pas entendu le nom des personnes. Si après vous pouvez donner. Ah, ok. 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 Merci. Et bon, nous avons maintenant au Brésil, dans le Parlement, un projet de loi pour criminaliser les occupations des sols pour la réforme foncière. Et même, ce n'est pas seulement criminalisé, mais les personnes qui font ça, ils ne peuvent jamais avoir un bénéfice de l'État. Donc, ils peuvent participer des appels pour les programmes d'habitation. Donc, c'est simplement un crime contre la propriété, c'est un crime contre l'État. Et d'autres questions, ça c'est pas une question, c'est une remarque, mais les questions c'est à cause des nouvelles technologies et les réseaux sociaux, comme qui pour moi c'est une source de la polarisation de la société, comme que pour les mobilisations de mouvements publics, c'est pose cette question de la polarisation et des nouvelles technologies. C'est ça. Qui on jamais parle avec les autres, on ne veut pas savoir les points de vue des autres, mais seulement renforcer notre propre point de vue. Merci. Merci pour votre présentation. Stéphane Tonla, moi je suis ethnographe. Vous avez parlé des cycles de chez Tilly et Tarot. Et une question que je me pose, c'est est-ce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment ressemblerait à des périodes qu'on a pu déjà traverser à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, hein, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le cycle actuel ? Oui, bonjour, merci. Ça rejoint un petit peu cette question-là. Moi, c'était... en fait, j'ai l'impression que vous avez à un moment dit, par exemple, que les soulèvements de la Terre, c'est un petit peu la même dynamique. Il y a la même dynamique de fédération qui préexistait déjà avant, que des modes d'action radicales préexistaient aussi avant. Mais ma question, enfin, je crois que je partage votre analyse qu'on serait peut-être au début ou au milieu d'un nouveau cycle contestataire. Mais j'ai l'impression que cette émergence d'un nouveau cycle protestataire viendrait peut-être d'une autre manière de poser les questions, les enjeux écologiques, et qui passerait
peut-être, enfin si on a une lecture avant aujourd'hui, de la défense de l'environnement comme cause à la question plus substantielle de comment habiter la Terre, et qui se retrouve donc dans les soulèvements de la Terre, dans Terre de lutte, dans reprise des terres, etc. Et qui reconfigure aussi les organisations, les acteurs et leurs engagements, etc. Et notamment pour les soulèvements, je vois quand même une modalité organisationnelle et une vision des actions à mener complètement différente, évidemment, des fédérations qui préexistaient avant, dans la mesure où moi j'analyse plutôt comme une coalition d'activistes, de militants qui ont des compétences des réseaux et qui viennent mettre au service de luttes locales. Là où avant, il y avait peut-être une idée de se fédérer pour porter une cause au niveau national. Et je trouve qu'il y a un petit peu deux dynamiques complètement différentes. Voilà. Et est-ce que vous partagez aussi voilà, cette analyse-là voilà. Et je vais revenir sur la question de la radicalisation que vous avez déjà étudiée, mais là, vous ne l'avez pas développée. Vous semblez dire que ça fait partie des cycles. Il suffit d'attendre le nouveau cycle. Mais dans votre développement, moi, j'ai retenu l'État veut simplifier la consultation de participation. Il veut voir qu'un interlocuteur avec un grand poids médiatique, on l'a dit ce matin. 2, vous avez dit courant des désobéissances civiles. Est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? Mais à ce moment-là, pour l'État, c'est un prétexte en disant, puisque vous occupez ce terrain-là, je fais intervenir la force publique. 3, l'autonomie. J'agis tout seul dans une mobilisation, mais pour mon compte propre. Et moi, je rajouterais dans ce cadre de l'autonomie, les nouveaux médias, ce n'est pas tellement polarisé, c'est donner un poids direct aux stratégies disruptives. Il suffit un collectif, un bon site et une bonne action, un flash, et c'est communiquer tout de suite. Sauf que ça ne pèse pas dans votre analyse de cycle. Donc je ne sais pas quel poids accorder à ces constructions méli-mélo de, je n'ose pas dire radicalisation, mais d'une simplification du débat politico-médiatique, et dans lequel se construisent de nouveaux types d'acteurs et d'actions. Merci beaucoup pour cette intervention très très riche. Moi j'avais une question un peu dans la continuité de tout à l'heure sur la question des causes défendues, et je me demandais en fait si dans le renouvellement potentiel, ou en tout cas ce nouveau cycle, la question en fait du recadrage en fait de la cause écologique. On parlait tout à l'heure avec la FNE de la prise en compte des inégalités, etc. Mais est-ce qu'en fait il n'y a pas, même si ça peut aussi se référer à des traditions, on a parlé d'écoféminisme, on pourrait parler aussi d'autres référentiels, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme en fait de décloisonnement, comme disent Grisoni et Nemos, de décloisonnement en fait croissant des causes, qui ne veut pas dire que tous les mouvements le partagent de manière égale et qu'il n'y a pas une hiérarchisation, mais en tout cas sur fond de critique du système en fait. C'est bon au niveau des questions? Super, moi Sylvie, du coup ça donne pas mal d'eau au moulin en plus. Merci pour toutes ces questions. Je vais peut-être commencer par la fin, comme ça, parce qu'effectivement il y a plusieurs questions qui peuvent faire écho là sur à la fois les soulèvements de la terre, sur les causes défendues, les décloisonnements des causes, etc. Quand je dis que rien n'est nouveau, alors évidemment en 15 minutes, j'ai pas, et je le dis aussi assez modestement, moi je ne suis pas une spécialiste des soulèvements de la terre, c'est-à-dire ce qu'il faudrait faire, c'est une vraie analyse des soulèvements de la terre. Aujourd'hui, mon idée, c'était surtout d'essayer d'expliquer ce qui nous arrive actuellement, eu égard à mes travaux antérieurs et au travers de cadres d'analyse. Je suis assez d'accord avec vous, en fait, en réalité, sur le fait que le soulèvement de la terre risque, c'est ça, en fait, le nouveau cycle, c'est la reconfiguration palpable déjà, et sans doute qui va se réaliser, du mouvement écologiste lui-même. Alors, pour des bonnes raisons, d'abord parce qu'il y a des générations nouvelles.
des générations nouvelles, celles que j'avais citées tout à l'heure, c'est-à-dire celles, alors, pour les plus âgés, on va dire cette génération qui ont été socialisées sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui ont, voilà, qui ont une forme d'activisme qui est quand même singulier, et le fait que Sainte-Soline est clairement même, alors ça paraît paradoxal, mais le fait que voilà, il y a eu tous ces épisodes de Sainte-Soline avec le récit de l'État qui était des écoterroristes, mais aussi le fait d'avoir gagné à la fin, c'est-à-dire devant le Conseil d'État, ça donne aussi une légitimation au mouvement, et ça lui permet aussi de construire un mouvement social en soi, quoi. Donc je suis assez d'accord que c'est à ce moment-là que va se produire ce que je crois que quelques-uns d'entre vous l'ont bien cité, un décloisement des causes, de nouvelles causes. L'écologie va peut-être être traversée par de nouvelles causes et de nouvelles... si ce n'est pas des nouvelles causes en soi, effectivement, l'écoféminisme notamment existait certes depuis le début, puisque moi aussi j'avais bien repéré que dès les années 70, il y avait des féministes parmi les écologistes, mais sauf que ça n'était pas vraiment mis, je dirais, au cœur même d'une revendication, parce que la société elle-même, c'est-à-dire la société française, a changé, hein, c'est pas la même société non plus, donc c'est normal que ça se transforme. Donc on est peut-être dans un nouveau temps de l'écologie, on va dire, et les soulèvements de la Terre participent à cette réconfiguration, mais quand même, et c'est ça que je voulais, sur quoi j'insiste assez lourdement aujourd'hui, dans un contexte quand même où il y a des signaux pas spécialement positifs au mouvement social. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce mouvement soit, va se retrouver sans doute un peu, on va dire, chahuté par soit les institutions, soit les groupes adverses. Quand on dit les groupes adverses, ça peut être des groupes privés, ça peut être, ça peut être d'autres groupes d'intérêt. Ce que je souligne quand même, c'est qu'actuellement, il y a aussi des procès de militants qui sont intentés par, notamment, je parle de Greenpeace et Total Energy, enfin, il y a un certain nombre de procès militants, et en Suisse notamment, puisque j'ai suivi mes petits militants suisses, ils se sont quand même pris le Crédit Suisse justement sur la tête, parce que, alors qu'ils avaient juste fait clairement, ils sont rentrés dans le hall du Crédit Suisse, et pour faire, on va dire, pour reprendre du Charles Tilly, pour faire un charivari, quoi. Juste pour faire un peu de trouble à l'ordre public. Ça a duré peut-être 15 minutes. Ils sont poursuivis par le Crédit Suisse. Donc, je veux dire que les adversaires réagissent. Donc, c'est ça peut-être aussi qui va être un peu la singularité, et ça ne sera pas la même chose que dans les années 70 ou 80, où il y avait aussi d'autres contextes, mais ce n'était pas celui-là. Pour revenir, alors je ne sais plus, il y avait beaucoup de questions, alors je vais peut-être en perdre, hein. Autrement on va discuter pendant le repas, hein. Si pour le Brésil, parce que quand même, je vais quand même répondre aux Brésiliens, vous êtes venus trop loin pour que je vous snob. Oui, moi je suis assez aussi, je suis un peu ce qui se passe au Brésil. C'est vrai qu'il y a une vraie pression. Quand on parle qu'il y a des pressions de la répression, nous en France, au Brésil, bon, non seulement il y a des militants quand même qui disparaissent bizarrement, on va dire, ou qui sont, pour le dire clairement, éliminés, mais il y a de la construction de crimes. Enfin, on criminalise, et c'est un crime contre l'État. Et le terme d'occupation est intéressant parce que, alors, j'avais une demi-heure, donc je ne pouvais pas tout développer, mais par exemple les ZAD, ça fait partie maintenant, y compris au ministère de l'Intérieur. Ils ont une sorte de, je dirais, de peur de ZAD. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres ZAD. Et le terme occupation fait vraiment peur. L'occupation est dans le mode d'action, alors au-delà de la manifestation, celle qui va être le plus réprimée et qui risque d'être le plus réprimée. Et ça, on voit ça circuler un peu partout. Et notamment en Grande-Bretagne aussi, ce que raconte Graham Hayes aussi l'observe, c'est-à-dire que actuellement les manifestations, quand on déambule, on va dire ça va, mais dès qu'on stationne, l'idée c'est que voilà, il n'y a pas d'obstruction. Donc je pense que s'il y a un répertoire d'action des mouvements écologistes, il y a aussi un répertoire d'action des États et des appareils répressifs qui circulent, hein. Et souvent, ils ont les mêmes manières de penser. Et les mêmes manières de penser à l'égard des occupations. Ce qui peut aussi, du coup, avoir une pression sur aussi les espaces alternatifs autonomes. Parce que pour l'instant, il n'y en a
il y en a quand même encore, mais à mon sens, vous savez aussi, il y a eu la cellule Déméter, etc. C'était quand même aussi pour surveiller ces espaces-là, autonomes dans les espaces ruraux. Alors, j'en ai perdu. Hein. Sur la décarbonation, alors, écoute, Maëlle, je crois que je ne vais pas en parler beaucoup parce que je n'ai pas tellement d'idées, mais enfin d'idées autres que de l'observation comme ça. Mais effectivement, dans le mouvement, bah, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions. Ça, c'est sûr. Mais ça, est-ce que c'est nouveau? Alors là, par contre, est-ce que c'est nouveau? Pas sûr. Dans les mouvements écologistes, les solutions, elles sont toujours un peu polarisées, polarisantes. Par contre, qu'après, entre guillemets, l'État ou les institutions, les groupes d'intérêt choisissent, voilà, celui qui aura une solution qui est plus proche de la leur, ça, par contre, ça peut arriver. Et notamment sur le nucléaire que tu connais. Hein, ça a bien arrivé. Ou sur les énergies aussi, on le sait. Donc, comme on dit, là, les solutions techno, voilà, elles sont plus proches de ce qu'on attend. Donc, évidemment, il y a aussi des groupes d'intérêt que je n'ai pas mentionnés, mais qui sont aussi, voilà, qui sont plus techno, qui vont entrer plus dans les politiques publiques, qui vont faire des propositions en clé en main et qui vont être plus mainstream et qui vont entrer dans l'appareil d'État ou dans l'appareil technologique. Et puis alors bien sûr, oui, la radicalisation. Alors effectivement, c'est un gros morceau, la radicalisation, donc je ne vais pas le faire, surtout avant le repas, autrement je vous coupez tout l'appétit. Mais je suis assez d'accord avec vous que c'était bon. Je vous ai fait un peu un inventaire à l'après-vert parce que voilà, j'ai pas eu le temps tellement de tricoter les différents niveaux. La radicalisation, en fait, ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui, c'était que la radicalisation, c'est moins la radicalité des mouvements sociaux, parce que y compris les actions directes non violentes de type même on jette de la soupe sur des toiles protégées. Même, je dirais même ça, dans une certaine manière, c'est ce que j'ai dit dans la presse d'ailleurs quand on m'interrogeait. En fait, ACT UP avait déjà ces modes d'action. Il y a eu des tas de militants qui l'ont déjà produit, sauf que en ce moment, et d'ailleurs moi c'est ce que j'ai regretté aussi quand les journalistes m'interpellaient, c'est qu'ils m'ont parlé que du geste militant et de la violence, et pas du message qui était en dessous. C'est-à-dire peut-être qu'ACT UP, à l'époque, avait mieux réussi leur coup médiatique parce qu'on parlait plus de messages et moins de... Enfin, le geste était relié au discours. Donc la radicalisation, moi, c'est ce que je voulais dire quand même, c'était qu'il y a quand même un cadrage médiatique qui renchérit sur le cadrage institutionnel et politique et qui donne du coup un sens et un récit qui est très difficile. C'est un peu comme un scotch. On essaye, enfin je dis on, les militants et moi le sociologue, j'essaye de dire mais non, c'est plus compliqué. Mais eux, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas l'entendre. Et ils ne veulent pas écouter et ils ne veulent pas pour des raisons. Alors là, je vous les laisse imaginer. Mais la radicalité, ça ne sera pas simplement l'activisme. C'est aussi ce qu'on dit aux activismes. Par exemple, si vous décrochez un portrait de Macron, et que vous vous retrouvez devant le parquet antiterroriste, je pense que le militant au départ, il n'avait pas pensé quand même qu'il a... Bon, peut-être qu'il aurait eu quelques problèmes, c'est sûr, mais pas se retrouver devant un parquet antiterroriste. Donc ça transforme, c'est ça ce qu'on j'appelais la démocratisation, enfin, qui est analysée par Tilly et Tarot. C'est quand un État, par petites touches, voilà, transforme le mode d'action, alors que le mode d'action était... alors, je ne vais pas dire routinier, parce que bon, on ne décrochait pas tout le temps les portraits de Macron, mais on avait bien d'autres activismes. Les militants écologistes ont toujours été inventifs. Hein. Greenpeace a bien inventé d'autres choses avant. Et ils se faisaient parfois poursuivre, il y avait des problèmes, mais ils n'étaient pas forcément, entre guillemets, tagués terroristes ou éco-terroristes. Alors, ouais, on continue de discuter, comme vous voulez. On va continuer. Ça vous va? On va continuer. On a un buffet donc, auquel vous êtes toutes et tous invités. Donc on peut continuer les échanges de manière plus informelle. Sylvie reste là. Merci beaucoup. Et puis la première session, ça sera à 14h cet après-midi.